Donc, je vais vous parler d'un milieu qui est assez particulier, qui est le sol. Curieusement, c'est le milieu le plus mal connu de cette planète. Vous savez que la vie se développe dans 3 milieux: l'atmosphère, qui nous permet de respirer; l'eau, qui permet de transporter les éléments nutritifs vers nos cellules, puisque l'eau est une molécule très curieuse qui est formée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et comme les 2 atomes d'hydrogène sont du même côté, ça crée un pôle positif. Et du côté de l'atome d'oxygène, un pôle négatif, ce qui fait que l'eau est un bipôle. Et cette propriété remarquable lui permet de transporter vers nos cellules aussi bien les ions positifs, qu'on appelle les cations, potassium, calcium, magnésium, mais elle peut aussi transporter tous les anions, nitrates, phosphates, sulfates. Donc c'est un liquide indispensable pour la vie. Vous ne pouvez pas vivre en buvant uniquement de la vodka, parce que l'alcool, ce n'est pas un bipôle, donc on est obligé de boire de l'eau. Et puis le troisième milieu où se développe la vie, c'est le sol. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre ces 3 milieux? Bien, c'est que l'atmosphère et l'eau sont des milieux qui sont composés de molécules, c'est-à-dire de charges atomiques, sont des milieux extrêmement solides. C'est-à-dire que l'atmosphère et l'eau, on peut les polluer, d'ailleurs on ne s'en prive pas, on les pollue même abondamment, mais on ne sait pas les faire disparaître. On ne sait pas faire disparaître l'atmosphère. L'atmosphère est formée de 79% d'azote. C'est une molécule extrêmement solide qui est formée de 2 atomes d'azote attachés ensemble par une triple liaison atomique. C'est quasi incassable. Il a fallu attendre le début du siècle pour pouvoir ouvrir cette molécule et faire du nitrate et faire la Première Guerre mondiale et exterminer 10 millions d'hommes. Avant, on faisait que des guerres artisanales. Enfin, Napoléon avait commencé à industrialiser un peu le processus, mais par rapport à ce qu'on a fait en 14, c'était un peu ridicule. Donc c'est un milieu très solide. L'eau, c'est pareil. Si on voulait faire disparaître l'eau de la planète, il faudrait chauffer la planète à environ 100 degrés, ce qui évidemment poserait des petits problèmes. Attendez, je m'excuse, je rentre juste un petit truc et puis on va pouvoir démarrer. Le sol, lui, c'est complètement différent. Le sol, c'est un milieu extrêmement fragile parce qu'il a une propriété tout à fait curieuse, c'est que c'est un milieu qui est organo-minéral. C'est que le sol, il est formé de matière organique, les humus, et de matière minérale, les argiles. Et les humus et les argiles sont attachés ensemble par des attaches électriques. Et s'il y en a parmi vous qui ont fait un peu de chimie, ce qu'on appelle les attaches de Van der Waals sont des attaches extrêmement fragiles. Donc c'est très facile de détruire un sol. Et c'est ce que l'humanité fait depuis 7000 ans, puisque nous avons déjà détruit, jusqu'en 1900, on avait détruit 1 milliard d'hectares de terre, qui ont agrandi les déserts. Nous avons agrandi remarquablement les déserts depuis que nous cultivons la planète. Et au XXe siècle, juste au XXe siècle, on a fait 1 milliard d'hectares de désert. Donc vous voyez, on a accéléré sérieusement. Les anciens, ils étaient un peu lents dans leur processus de dégradation. Nous, on est beaucoup plus performants avec nos machines et nos pesticides. Et on dégrade à l'heure actuelle 10 millions d'hectares de sol chaque année. Alors c'est assez embêtant parce que le sol, c'est notre terre nourricière. Et le fait d'avoir perdu 2 milliards d'hectares de terre nous met dans une situation un peu compliquée. C'est qu'il nous reste plus qu'1,5 milliard d'hectares pour 7 milliards d'habitants. On nous annonce qu'on sera 9, 10, 11, enfin chacun y va de ses petits chiffres. Et donc, perdre de la terre tous les ans avec une population qui, elle, grandit constamment, c'est pas une très bonne idée parce que ça va se terminer assez mal, parce qu'on a quand même besoin de la terre pour se nourrir. Alors, pour pouvoir respecter la terre, il faudrait connaître le sol. Et curieusement, c'est une science qui n'a intéressé personne. Pourquoi on ne s'est pas intéressé au sol? Parce que c'était les manants qui cultivaient le sol. On ne pouvait pas s'intéresser à un milieu qui était travaillé par la plèbe. Donc on s'intéressait à des choses nobles. Bon, pendant longtemps, on s'est intéressé à la guerre. Donc il y a des ouvrages énormes sur la guerre dans nos bibliothèques. On s'est beaucoup intéressé à la présence du Christ dans l'Eucharistie, les anges, etc. Donc il y a des livres entiers sur la religion dans nos bibliothèques. Le sol, il n'y a rien. Un premier livre français sur l'agriculture, c'est Olivier de Serres, Théâtre et ménage des champs, au XVIIe. Donc vous voyez, on attend le XVIIe siècle pour commencer un petit peu à regarder ce milieu travaillé par les manants. Et en fait, la science du sol date de la fin du XIXe. C'est le tsar de Russie, tout à fait par hasard. Hein. Le tsar de Russie ne s'intéressait pas plus au sol que les autres rois d'Europe. Mais Doukoutchev, qui était son grand géologue, il lui demande d'aller voir un peu toutes les richesses que possède la Russie au niveau minéral. Et ce géologue, en se promenant à travers l'immense Russie, arrive au bord du lac Ladoga. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une forteresse du XIIIe siècle, magnifique. Et en haut de cette forteresse, sur les murailles, il voit des plantes qui poussent et il y a un sol. Et ça lui fait le coup d'Archimède qui se plonge dans sa baignoire et qui voit le niveau monter. Il a l'éclair d'Archimède, il dit mais le sol se fabrique, puisque cette forteresse a été faite par les hommes au XIIIe siècle et il y a déjà un sol qui s'est développé. Et il va avoir l'idée que le sol est un milieu dynamique, qu'un milieu qui se fabrique. C'est-à-dire qu'il va commencer à se dire mais après tout le sol c'est pas du tout un milieu qui est là depuis toujours, c'est un milieu qui a une dynamique, qui est vivant et il va essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc on va regarder un petit peu comment ça marche.
État des lieux dans un pays comme le nôtre, assez catastrophique. 18% de la SAU est exposée à l'érosion. Nous perdons chaque année 92 000 hectares de terres agricoles chaque année, avec une population qui augmente de 300 000 habitants. Et sur ces 82 000 hectares, il y en a 60 000 hectares qui sont bétonnés. Nous bétonnons un département tous les 7 ans en France. C'est ce qu'on appelle le progrès. Nous perdons en moyenne 5 tonnes par hectare et par an. Et donc, tout ce système-là fait que, comme les sols sont de plus en plus malades, on est obligé d'irriguer parce que les rendements sont en train de chuter. Dans le monde entier, les rendements sont en chute. Ils nous avaient annoncé miracle avec les engrais. C'est pas que tout ça, ça avait été un miracle pendant un moment parce que nous avons planté sur des sols que les anciens avaient quand même laissés avec du fumier et du compost. Mais depuis qu'on met plus de fumier dans nos terres, c'est en train de baisser. Donc on irrigue de plus en plus. Et 80% de l'eau est consommée par l'agriculture. Donc vous voyez, on vous embête à la télévision en disant de fermer votre robinet quand vous vous lavez les dents, mais 80% de l'eau, elle sert à arroser du maïs qui nourrira des cochons. Donc faut quand même dire un peu les choses. Voilà les zones les plus dégradées. Vous voyez que c'est l'Italie qui est championne. Vous voyez que la région toulousaine est bien placée avec ses maïs irrigués, qui est une région qui souffre énormément d'érosion. Si vous avez l'occasion de passer sur la Garonne, vous allez voir sa couleur. Elle est entièrement marron. C'est tout nos patrimoines qui s'en va dans les rivières. D'ailleurs, le spectacle des rivières marron est devenu tellement courant que pour les gens, c'est considéré comme complètement naturel. Personne n'est choqué par le fait. Alors, juste une petite photo pour vous montrer comment l'homme dégrade les sols. À gauche, là, vous avez un blé d'hiver. Vous pouvez remarquer que du côté où il y avait le blé, pourtant il n'est pas gros, le blé est tout petit, vous voyez, il n'y a pas eu d'érosion. Et puis à droite, l'agriculteur a laissé le sol nu pour faire une culture de printemps. Et là, l'érosion est catastrophique. Vous voyez, petite observation de terrain. Quand la Terre est protégée, la Terre, elle est comme nous, nous avons des cheveux qui nous protègent du climat, la Terre, elle a besoin de plantes pour éviter l'érosion. Alors voilà une photo qui est intéressante, qui a été prise par Lydia. Vous êtes ici, on travaille en Amazonie. Au-dessus de la rivière, vous avez la rivière de l'Iguassou, la grande réserve de l'Iguassou. C'est un milieu qui a 70 millions d'années, qui reçoit 3 mètres d'eau par an. Et vous pouvez remarquer que l'eau qui sort de la rivière, à droite, est totalement transparente. Et puis en bas, c'était la zone où on travaillait, c'est une zone agricole. Vous pouvez remarquer que la rivière qui sort de la zone agricole est entièrement pleine de boue. C'est intéressant comme photo parce que ça vous montre que là où la main de l'homme ne met jamais les pieds, il n'y a pas d'érosion. Et puis dès que l'homme intervient, toute la terre s'en va. Donc tout le travail que nous on fait depuis 25 ans, c'est aller dans les milieux naturels et comprendre pourquoi la nature, elle, ne fait pas d'érosion, pour ensuite aider les agriculteurs à faire une agriculture qui protège les sols. Et pour ça, ça demande d'aller faire des trous en forêt. Alors évidemment, ils n'apprécient pas beaucoup parce que quand nous travaillons pour par exemple, là c'est des agriculteurs brésiliens et qui nous voient partir dans la forêt faire des trous, ils nous disent on vous a pas payé un billet d'avion Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro pour aller faire des trous dans la forêt, vous venez vous occuper de nos sols. Et on leur dit non, on a besoin de savoir comment la nature elle fait, elle, pour pas faire d'érosion et après on vous fera un modèle. Alors comment on fait pour détruire un sol ? Toujours la même chose. On commence d'abord par le tuer biologiquement. Comment on fait pour tuer un sol biologiquement ? On met des engrais. Qu'est-ce qui va passer en mettant des engrais dans un sol ? Vous allez brûler la matière organique parce que vous allez mettre trop d'azote et vous allez favoriser les bactéries. Et les bactéries sont les organismes qui minéralisent la matière organique. Et ceux qui fabriquent les humus, c'est les champignons. Et les champignons, ils se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Mais ils sont par contre les seuls organismes au monde à attaquer la cellulose et à la transformer en humus. Donc si vous donnez trop d'azote, vous favorisez les bactéries qui se multiplient 20 fois plus vite. Les champignons disparaissent, vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de champignons dans nos champs. Moi, je me souviens, gamin, on allait ramasser les rosés dans les prés, parce qu'il y avait encore des champignons. Les vieux, ils mettaient encore des fumiers dans les champs, tout ça, c'est fini. Donc, les champignons ont disparu. Quand ils ont disparu, plus d'humus. Et comme on minéralise, le taux de matière organique s'effondre. Dans un pays comme la France, on est passé entre 1950 et maintenant de 4% à 2% de matière organique. Quand il n'y a plus de matière organique, qu'est-ce qui se passe ? La faune disparaît. Parce que la faune, elle est comme nous, elle mange, elle a besoin de manger. Elle mange la matière organique. Donc les vers de terre disparaissent, toute la faune disparaît. Dans un pays comme la France, on est passé de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Vous voyez, c'est un effondrement complet de la faune. Or, la faune, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe son temps à remonter les éléments. C'est-à-dire qu'un ver de terre, vous ne le voyez pas, mais toutes les nuits, il vient chercher à manger au-dessus, il descend de la matière organique au fond du sol, il remonte de l'argile, et puis avec ses excréments, il remonte le magnésium, le potassium, le calcium, et quand vous analysez un turricule de ver de terre, donc le turricule, c'est ses excréments, eh bien c'est bourré de potasse, de phosphore. Donc la faune, elle passe son temps à remonter les éléments, alors que la pluie, les forces physiques de la nature passent leur temps à tout descendre dans le profil. Donc quand la faune disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Tout descend et vous allez polluer. Et on va accuser les agriculteurs d'être des pollueurs. Non, ça y est, j'y suis arrivé, merci. On va accuser les agriculteurs d'être des pollueurs parce qu'évidemment tout va descendre puisqu'il n'y a plus d'animaux pour remonter. Donc vous allez rentrer à ce moment-là dans une deuxième dégradation qui est la dégradation chimique, c'est-à-dire que votre sol
non, ça c'est juste pour vous montrer des choses amusantes, mais ces cultures de fraises en Espagne, vous n'avez pas le droit de vous approcher des cultures tellement elles sont arrosées de pesticides, mais par contre vous avez le droit, vous, de manger les fraises. C'est une question de... Donc après la dégradation biologique, on va rentrer en dégradation chimique. Les éléments vont descendre. Ils vont descendre, vont aller polluer les nappes phréatiques, polluer les rivières, et vous allez avoir un phénomène d'acidification des sols. Donc vous avez perdu vos humus, vous avez perdu les éléments qui attachent argile et humus, le calcium, le magnésium, qui ont deux charges positives. Les humus sont négatifs, les argiles sont négatifs, et c'est calcium, magnésium, fer qui attachent ensemble argile et humus. Or, ces éléments se lessivent, et vous allez donc rentrer. Alors, là, le lessivage, ça donne des choses intéressantes, hein, ça donne les marées vertes en Bretagne, ce qui fait que c'est sympa, on peut plus se balader sur les plages. Et vous allez ensuite rentrer dans la dégradation physique, c'est que les argiles n'étant plus attachées par les humus, elles vont partir dans les rivières, et vos rivières vont être pleines de boue. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle quasiment sur toute la planète. C'est-à-dire que l'humanité n'est toujours pas capable, au bout de 7000 ans d'agriculture, de développer un système protecteur des sols. Alors, comment comprendre le système? Il faut déjà savoir un petit peu comment tout ça marche, le sol, les plantes qui poussent dessus. Il faut déjà retirer un mythe qui est raconté par tous les marchands d'engrais, que si on ne donne pas des engrais, on va tous mourir de faim. C'est un énorme mensonge parce que les plantes ne se nourrissent pas dans le sol, les plantes se nourrissent dans l'atmosphère. L'estomac d'une plante, c'est sa feuille, c'est pas sa racine. Les plantes, c'est des organismes très différents de nous. Nous sommes des animaux. Les plantes, elles ont un autre système que nous. Si vous voulez comparer une plante à un animal, si vous voulez une plante, c'est un animal qui aura la tête plantée dans le sol et puis les organes reproducteurs et l'estomac à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche une plante. Et donc l'estomac de la plante, c'est sa feuille. Sa feuille, elle va l'exposer au soleil et elle va être capable, c'est les seuls organismes avec bactéries à être capable de faire ça, elle va être capable de prendre l'énergie du soleil et de transformer le gaz carbonique de l'atmosphère et l'hydrogène de l'eau de pluie en sucre, qui est assez extraordinaire comme mécanisme. Donc elle ouvre ses stomates, le gaz carbonique rentre, l'eau de pluie va rentrer aussi, alors là, elle va être absorbée par les racines et emmenée aux feuilles. Cette eau de pluie sera photodécomposée par l'énergie du soleil et donnera de l'hydrogène. Ce qui fait que le carbone et l'oxygène, qui font 44% du poids des plantes, l'hydrogène 6%, vont donner, par la photosynthèse, du sucre. Donc 94% de la matière sèche d'une plante, c'est le soleil. C'est pour ça que vous avez remarqué que les plantes poussent très mal dans les caves. C'est une observation qui peut se faire assez facilement comme expérience. Elles ont besoin de soleil. Il y avait eu de brillants ingénieurs qui avaient voulu faire passer l'autoroute du Sud au-dessus de Montrachet, de Volnay et de Montrachet. Et les vignerons, évidemment, avaient protesté, ce qui est assez logique, en disant que quand même Volnay, Meursault et Montrachet faisaient parmi les plus grands vins du monde, donc c'était peut-être pas une bonne idée de passer. Les gars avaient dit, mais non, mais on va mettre l'autoroute sur pilotis, donc ce sera pas gênant, on n'écrasera pas la vigne. Et là, les vignerons ont expliqué aux polytechniciens des ponts et chaussées que les vignes avaient besoin de soleil. Alors là, ils ont été très étonnés. Ah oui, on peut pas mettre des vignes à l'ombre. Ah non, on peut pas mettre des vignes à l'ombre. Donc ils ont été très étonnés, donc du coup, ils ont eu de la chance, l'autoroute n'est pas passée sur les grands crus de Bourgogne. On a échappé à la catastrophe. Donc 94%, c'est la matière sèche. Donc ça veut dire que l'atmosphère, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Vous ne ferez jamais du bon avec des plantes qui n'ont pas de sol. Le hors-sol, qui est la grande fierté de l'agronomie moderne, nous faisons 99% des fraises et des tomates sont hors-sol. Et vous avez remarqué que les fraises et les tomates n'ont plus de goût. Elles sont belles, hein, elles sont rouges, elles ont de belles couleurs, ressemblent à des tomates, ressemblent à des fraises, mais vous les mettez en bouche, c'est pas des fraises, pas des tomates, parce que le goût, c'est le sol qui va le donner. C'est-à-dire que l'atmosphère, c'est la quantité, c'est la masse, si vous voulez, et toute la qualité, tout ce qui va donner la subtilité gustative, ou la synthèse des essences, la synthèse des parfums dans les vins, ça c'est le sol qui va le donner. Alors le sol, lui, c'est très différent, il n'apporte pas grand-chose, 6% du poids des plantes, donc c'est pas grand-chose, mais attention, 24 atomes. C'est pas du tout carbone, oxygène, hydrogène comme l'air, c'est 24 atomes. Et c'est ça qui va donner toute la complexité et qui va donner la notion de terroir. Parce que chaque roche va avoir une composition particulière qui va faire que un morgon va morgonner parce que c'est un granit riche en manganèse. Donc chaque vin va avoir un goût particulier parce que la roche qui est dessous a son équilibre minéral et va donc donner des goûts particuliers. Alors comment ça marche le sol ? On va prendre le modèle chez nous, avant que nous arrivions, je parle à la belle époque où il y avait encore de la forêt sur toute l'Europe. Le modèle naturel en Europe, c'est-à-dire en forêt, dès que vous êtes en zone tempérée, à plus de 550 mm d'eau, la végétation climax, c'est la forêt.
Forêt qui autrefois était entretenue avec des clairières par la grande faune, hein, parce que nos ancêtres, les Cro-Magnons, ont exterminé toute la grande faune, mais nous avions en Europe le plus grand éléphant du monde. On avait un éléphant qui faisait 6 tonnes, qui a été buté par les Cro-Magnons. Ils s'amusaient, hein, ils faisaient ça aux épieux, donc ils rigolaient beaucoup. Il y avait beaucoup de fractures du fémur et des bras, mais ils couraient après les mammouths et ils ont exterminé toute la grande faune. Et cette grande faune faisait des clairières dans les forêts. Mais la végétation dominante, c'était la forêt. La forêt, c'était à peu près 90% de notre territoire. Alors comment elle fait la forêt pour fonctionner sans engrais, sans pesticides, pendant des milliers d'années, sans que personne n'ait besoin de s'occuper d'elle, et zéro érosion, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'autrefois, nos rivières étaient totalement transparentes. Vous savez que les Français et les Parisiens ont bu l'eau de la Seine directement, il y avait des gobelets sur les ponts de Paris, et ils buvaient de l'eau de la Seine jusqu'au XVIIIe siècle, tellement elle était pure. D'ailleurs, dans les contrats des moulins, des meuniers, qui avaient des moulins au bord de l'eau, jusqu'au 18e, ils acceptaient d'être meuniers à une seule condition, c'est de ne pas manger du saumon plus d'une fois par semaine, parce qu'ils en avaient ras-le-bol du saumon, quoi. Ça, les rivières étaient pures à l'époque. Alors, comment elle fait, la forêt, pour faire un milieu pur? Elle fonctionne de la façon suivante. Tous les ans, la forêt fait tomber sur le sol des feuilles mortes, des bouts de bois. Il y a une véritable pluie de bouts de bois, vous en rendez pas compte, mais la litière qui tombe tous les ans sur le sol d'une forêt, c'est des masses importantes. Cette litière va être attaquée par une faune très particulière qu'on appelle la faune épigée, hein, épi en grec le dessus, hein, l'épi du blé, et G, la déesse G, qui a donné géographie, géologie à la déesse de la terre. Cette faune va manger toute cette litière, va faire des crottes, ce qu'on appelle boulettes fécales, et ces boulettes fécales, c'est donc la matière organique très très fine, qui va être attaquée par les champignons et transformée en humus. Donc première chose que nous dit la nature, la matière organique doit toujours rester à la surface du sol. Donc là, on comprend pourquoi le labour est un instrument de destruction massive des sols. C'est que dans le labour, qu'est-ce que je fais? Je mets ma matière organique sous les racines. Alors que dans la nature, la matière organique est au-dessus des racines. Et ça, c'est la première leçon que nous donne la nature. Je n'enfouis jamais de matière organique dans un sol. Je vois encore plein de gens, quand ils plantent leurs arbres, ils font un trou, ils mettent du compost au fond du trou, ils foutent l'arbre dessus, ils sont sûrs qu'à 30 ans, l'arbre il sera crevé, parce qu'ils vont faire nécroser les racines. On ne met jamais de matière organique dans un sol. La nature, le grand livre de la nature nous le dit, la matière organique se met au-dessus. On va regarder un petit peu ces espèces. Vous avez d'abord les animaux qui vont manger les parties très tendres des feuilles, qu'on appelle la famille des colamboles, un groupe propre au sol, hein, qui ne vit que sur le sol. Des animaux qui sont parthénogénétiques, il n'y a pas de mâle, il n'y a que des femelles qui font des femelles, qui pondent des femelles. Pas très passionnant comme vie, hein, mais bon, c'est la vie des colamboles. Une famille très variée, vous voyez, il y en a qui ressemblent à des pucerons, d'autres à des sauterelles, d'autres à des chenilles. Bon. Population sous forêt, 3-4 milliards à l'hectare. C'est des petits animaux, ils sont très nombreux, ils décomposent toutes les matières fines. Dans les champs agricoles, nous on fait des comptages, il y a des champs en culture intensive de maïs irrigué, par exemple, 0, on n'en trouve plus un seul, entièrement exterminé. C'est eux qui font ce travail-là. Vous avez tous vu ces feuilles en dentelle, hein, c'est un peu les dentelières du sol. Ils vous font ce joli décor en ne mangeant que les parties fines des feuilles. Vous avez ensuite les acariens, qui eux vont attaquer déjà les parties plus dures de la matière organique. Pareil, hein, population d'acariens, 3-4 milliards à l'hectare. Enfin, vous avez des animaux qui mangent carrément des bouts de bois, hein, les cloportes, des crustacés adaptés à la vie terrestre, des mille-pattes. Et puis, il y a des prédateurs, évidemment, qui mangent un peu. Il y a des mangés et des mangeurs dans le sol comme en surface. Et puis, vous avez des vers qui vivent à la surface, qui vont plutôt manger les excréments des autres pour rendre les choses encore plus fines. Et tout ce petit monde-là va former ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales que vous avez en photo à droite et au microscope à gauche. Vous voyez, ça fait comme des billes empilées les unes sur les autres. Ça va donner donc une très grosse perméabilité au sol. C'est que le sol de forêt est un sol extrêmement moelleux. Quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur de la moquette. En fait, vous marchez sur de la merde, mais vous ne le savez pas. Mais c'est extrêmement moelleux et c'est ce qui va permettre de donner à la forêt une perméabilité de 150 mm d'eau à l'heure. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'érosion en forêt. C'est que la forêt, elle boit toute l'eau qui tombe. Avec Lydia, on a fait des mesures en forêt équatoriale, au Congo, à Bornéo, en Amazonie. Là, on a des perméabilités de 300 mm d'eau-heure. Donc, zéro érosion. Dès qu'il pleut, tout rentre. Pour vous donner une idée, un limon du bassin parisien labouré par l'homme a une perméabilité d'1 mm d'eau à l'heure. D'accord? Vous passez de 150 à 1 mm d'eau-heure. Après, on s'étonne d'avoir des inondations. C'est pour ça qu'il y a tellement de dégâts à l'heure actuelle. Et il faut savoir que la force érosive de l'eau, c'est-à-dire sa puissance de dégâts, est liée au carré de sa densité. Une eau transparente ne fait pas de dégâts. Elle va mouiller votre maison, elle va décoller les papiers peints, mais il n'y aura pas de dégâts. Mais si vous commencez à mettre de l'argile en suspension dans l'eau, l'argile elle a une densité, l'eau ça a une densité de 1, par définition physique, et 1 au carré ça fait 1.
Le sol a une densité de 1 à 1, donc normalement l'eau, ça n'emporte jamais le sol. Et vous verrez qu'une eau qui sort d'une forêt, une eau transparente, n'emporte pas de sol. Mais dès qu'il n'y a plus de matière organique et que l'argile se met en suspension dans l'eau, bah, comme l'argile a une densité de 3 à 4, bah, vous allez tout de suite monter à 1, 2, 1, 3 au carré. Bah, vous êtes capable de soulever des limons, puis des sables, puis des cailloux, puis des bagnoles, et puis là, vous allez vraiment faire du dégât. Tout le dégât à l'heure actuelle, c'est pas la pluie, c'est parce que nos sols sont morts et que l'eau qui arrive, c'est de la boue et que cette boue a une force érosive extrêmement puissante. Alors les arbres, ils se sont adaptés à cette situation très intéressante qui est une très forte perméabilité. Donc ça veut dire que quand il pleut sur la forêt, l'eau descend très vite. Donc ils sont pas fous les arbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent un double système d'enracinement. Ils ont un système horizontal qui se met sous la matière organique. Alors on dit, tiens, c'est astucieux, pourquoi eux, ils sont mis sous la matière organique, alors nos agriculteurs, ils mettent la matière organique sous les racines. Ben, c'est très astucieux parce qu'au printemps, quand le sol va se réchauffer, les humus vont être minéralisés par les bactéries, c'est-à-dire qu'ils vont libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate, des éléments nutritifs, qui vont être récupérés par les racines horizontales de l'arbre et renvoyés dans les feuilles. Donc deuxième observation du milieu naturel, le milieu sol-plante est fermé, il n'y a pas de fuite, rien ne s'en va, rien part dans les rivières, dans les nappes, lorsque vous respectez les lois du sol. Donc, première leçon, la matière organique doit se développer en surface. Les champignons sont aérobies, ils ont besoin d'oxygène pour faire les humus, donc il faut laisser ça en surface. Deuxième leçon, les racines doivent être sous la matière organique pour récupérer les éléments et ne pas polluer. Puis ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système racinaire qu'on appelle pivotant qui descend jusqu'à la roche. Et là, ils vont attaquer la roche avec leurs acides et ils vont transformer la roche en argile. Alors pendant longtemps, on ne savait pas comment se fabriquaient les argiles. Moi, quand j'ai fait l'agro, personne ne savait comment se faisaient les argiles, donc on nous sortait des théories qui étaient tellement compliquées que personne les retenait. Et en fait, c'est seulement à la fin des années 80, vous voyez, c'est très récent, hein, on connaît très mal le sol, hein, seulement à la fin des années 80, une équipe australienne, une équipe de l'Université de Laval au Canada, vont montrer comment se fabriquent les argiles. Donc ils vont travailler avec un des minerais les plus tendres qui est sur Terre, qui est le mica. Ils font attaquer en milieu stérile, ils font attaquer du mica par des racines de blé, et vous obtenez vos premières argiles en 7 heures. Alors là, stupéfaction, qu'est-ce qui se passe? Comment le font les racines pour vous transformer un minéral en argile en 7 heures? Ben, en fait, c'est tout simple, c'est que la racine, elle attaque le caillou, c'est pas pour le plaisir de l'attaquer, c'est pour le manger. Et qu'est-ce qu'une racine? Qu'est-ce qu'une plante va manger dans le caillou? Ben, elle va manger le magnésium, le calcium, le potassium, le soufre, le phosphore, tous les éléments dont elle a besoin. Or, une roche, c'est formé de quoi? Majoritairement, les roches de la planète, elles sont formées de silice, de fer et d'aluminium, qui sont des oligo-éléments pour les plantes. Les plantes prennent un peu de fer, elles en ont besoin pour leurs enzymes respiratoires, elles prennent un petit peu d'aluminium, un petit peu de silice pour durcir leur membrane, mais elles n'en prennent pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer autour de la racine d'une plante, d'un arbre ou d'une plante, de n'importe quelle plante? Il va y avoir accumulation de silice, de fer et d'aluminium, puisque la plante suce le reste. Et ça, c'est une loi physique, une loi de la physique. Quand vous concentrez trop des éléments, ils cristallisent. Comment on fait pour faire du sel de mer? On met de l'eau de mer au soleil, elle s'évapore, puis à un moment, le sel cristallise. Eh bien, la silice, le fer et l'alumine vont cristalliser autour de la racine de la plante en silicates de fer et d'alumine, qui sont les argiles. Donc, et ce qui est remarquable, c'est que les argiles ont une capacité d'échange en cations, c'est qu'elles vont retenir les éléments nutritifs. C'est-à-dire que la grande force de la nature, et ça c'est assez spectaculaire, c'est que la nature se bat contre les forces de mort de l'univers. Toutes les forces de l'univers sont des forces de mort, ce qu'on appelle l'entropie, le désordre, que nous accélérons en ce moment avec nos engrais chimiques. Mais normalement, la vie, elle, pour se battre contre l'entropie, elle fait de l'ordre. Elle fait de la négantropie. Donc comment elle fait la vie pour résister dans cet univers de violence et de mort? Eh bien, elle fabrique de l'ordre. C'est-à-dire qu'elle va prendre de la litière, de la matière organique, elle va fabriquer la molécule organique la plus complexe du monde, l'humus. Elle va prendre des minéraux, elle va fabriquer le minéral le plus complexe du monde, l'argile. Et elle va attacher argile et humus, elle va faire le milieu le plus complexe de l'univers, le sol. Vous êtes obligé de dire chapeau. En pratique, ça s'est fait que là-haut, il a fait tout ça en 7 jours. Il est vraiment balèze parce que c'est quand même, ça marche quand même très très bien. Hein. Donc, on a nos humus en surface, nos argiles en profondeur. Les racines, évidemment, quand elles attaquent ce milieu, elles sont quand même très au fond. Il y a de la mortalité racinaire, il y a de nouvelles racines qui arrivent. Et heureusement, il existe une faune qui va manger toutes ces racines mortes. Il n'y aurait pas cette faune-là, les sols s'encrasseraient de racines et puis ça ne marcherait plus. Hein, pour vous donner une idée, un blé fait 100 km de racines. Nous mettons 100 à 200 km de racines, nous mettons 200 épis de blé au mètre carré, ça vous fait grosso modo entre 2 et 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. S'il n'y avait pas ces animaux-là pour manger les racines mortes, l'orge qui arrive derrière ne pourrait pas pousser. Hein, heureusement, tout ça, ça va être nettoyé par cette faune. Alors on retrouve des colamboles, mais vous voyez, ils sont très différents, ils sont aveugles, tout blancs. Alors on les connaît encore moins que les autres, parce que ceux-là, ils ne sont pas faciles à étudier. Donc on connaît à peu près 5% des animaux du sol. Vous avez les acariens étranges avec des grandes pattes, on ne sait pas trop comment ça marche à l'intérieur du sol.
Des grandes spécificités, celui en bas à droite, on le trouve uniquement dans la crête Champagne. Donc, c'est des animaux qui sont encore assez mal connus. Et quand vous arrivez au contact de la roche-mère, la roche-mère est couverte d'excréments de ces animaux. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage de toute cette matière des racines. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est recyclé. Et ça va permettre aux racines qui arrivent de se nourrir de toutes ces crottes. Donc, j'ai mes argiles au fond, mon humus en surface. Comment le sol il va être fabriqué? Il va être fabriqué par une troisième faune. Celle-là, vous l'avez forcément tous observé parce que les grosses tailles, c'est les grands vers de terre, ce qu'on appelle la faune anécique, c'est les lombriques. Ce sont des animaux qui vivent dans des terriers verticaux. Toutes les nuits, ils viennent chercher à manger, ils vident leur intestin, ils redescendent et ils vont mélanger constamment les argiles de profondeur et les humus de surface. Et il se trouve que les vers de terre ont dans leur intestin une glande très riche en calcium. Et le calcium, il a deux charges positives. Une pour l'humus négatif, deux charges positives, donc qui attachent la charge négative de l'humus et la charge négative de l'argile, c'est la glande de Morène. Et ces animaux mangent à peu près leur poids de terre tous les jours. Donc dans nos forêts, nous avons, selon les milieux écologiques, entre 1 tonne et 4 tonnes de vers de terre. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a 1 tonne à 4 tonnes de terre qui sont remontées à la surface des forêts pour former du complexe argilo-humique. Donc vous voyez, c'est un modèle qui est quand même assez extraordinaire et qui nous permet de nous nourrir. Alors voilà ces vers de terre, il y en a de grosses tailles. Vous avez en haut à gauche un qui est dans la région toulousaine, donc c'est bien, on est dans son biotope, là. Il va des Pyrénées jusqu'à Cahors à peu près, Sclerotica gigas, un vaisseau qui fait jusqu'à 1 mètre de long, qui lui est capable de tirer dans ses galeries les tiges de colza, un gros costaud. Sinon, les plus courants sont ces Lombricus terrestris. Les turicules, en bas à droite, vous voyez, c'est tous les excréments qui crachent, ils sont très très sensibles aux pesticides. En bas à droite, vous en avez un en arboriculture, c'est l'arbo, c'est là qu'on balance le plus de pesticides, 30 à 40 traitements par an sur une pomme. Donc vous voyez ce que ces pauvres bêtes, alors ils deviennent tout blanchâtres, tout mous, là, ils n'apprécient pas du tout ce genre de produit. Alors deuxième organisme qui pousse dans les sols, les racines. La nature a développé deux modèles complètement différents. Les plantes annuelles, qui sont des plantes qui vont être obligées de faire leur cycle dans l'année, se mettre à graines pour assurer leur survie, qui vont donc avoir des systèmes racinaires qui poussent extrêmement vite. Une racine de blé, en ce moment, là on est fin avril, le blé en ce moment, les racines poussent à la vitesse de 5 à 6 cm jour. Les maïs, quand ils vont être au mois de mai, là ils sont seulement en train d'être semés, mais fin mai, un maïs c'est 15 cm jour. Donc c'est des croissances extrêmement rapides, et comme le sol est quand même un milieu siliceux, la racine est obligée de se protéger, donc vous avez en haut à gauche une photo de racine de blé, vous voyez, avec sa coiffe. Donc c'est une espèce de coiffe protéique qui protège l'avant de la racine qui va donc avancer dans ce milieu assez dur qu'est le sol. Et puis tout de suite derrière, les cellules s'allongent pour former ce qu'on appelle les poils absorbants qui vont venir manger dans le complexe argilo-humique. Donc vous avez à droite une photo de racine de blé, vous voyez, ça fait comme un nuage, comme un voile de mariée, vous voyez, de poils absorbants. Quand on mesure les poils absorbants sur un blé, il y a 5000 km de poils absorbants par pied de blé. Donc, vous voyez, c'est des surfaces de contact assez énormes avec le sol. Puis il y a un deuxième choix, c'est les plantes pérennes, les arbres. Alors les arbres, ils n'ont pas de poils absorbants. Donc les arbres, ils vivent en symbiose avec des champignons qu'on appelle les mycorhizes. Et les champignons, ils en ont besoin. S'ils ne sont pas mycorhizés, l'arbre va mourir très jeune. À 30 ans, il sera crevé, alors qu'un arbre peut vivre des siècles. Mais pour ça, il a besoin d'être associé avec ces champignons. Donc vous avez en bas à gauche une association mycorhizienne. Vous voyez, ça fait un manchon qui est au bout de la racine de l'arbre. L'arbre donne du sucre aux champignons. Les champignons qui sont mycélium vont lui chercher à manger dans le complexe argilo-humique. Donc ça va conférer aux arbres et aux plantes pérennes une propriété tout à fait unique, c'est de coloniser des milieux que les plantes annuelles ne peuvent pas coloniser. Donc vous avez en bas à droite de l'argile, vous êtes là à 75% d'argile et vous voyez les racines de l'arbre circulent très bien dedans parce qu'ils ont le temps, ils avancent lentement mais sûrement. Troisième organisme, les microbes. Les microbes vont permettre aux plantes de se nourrir. Les plantes sont incapables de manger dans le sol parce qu'elles ont besoin d'avoir des éléments solubles. Puisque la plante absorbe de l'eau, il faut que les éléments soient en solution dans l'eau pour rentrer dans la racine de la plante. Et le travail des microbes, ça va être de solubiliser les éléments pour que les plantes puissent les absorber. Ils font exactement le même boulot avec les plantes qu'ils font dans votre intestin, le long de vos villosités intestinales, pour vous nourrir. Vous avez 11 hectares de villosité intestinale qui vous permettent de vous nourrir, parce que c'est aussi tapissé de microbes qui prennent les éléments de votre nourriture et qui les transforment en forme digestible. Alors, les microbes vont utiliser deux voies pour rendre un élément soluble dans l'eau. La voie de l'oxydation. Il y a 3 éléments qui, à l'état oxyde, sont solubles dans l'eau. C'est l'azote qui va être oxydé en nitrate, NO3-, par les nitrobactères. Le soufre qui sera oxydé en sulfate par les sulfobactéries. Et le phosphore qui sera transformé en phosphate par les mycorhizes, et au 3 fois moins. C'est les seuls éléments qui, à l'état oxyde, sont solubles dans l'eau. Tous les autres éléments du sol, ils sont précipités quand ils sont à l'état d'oxyde.
Le fer, par exemple, qui donne la couleur brune à nos sols, FeO3, c'est précipité. Je peux vous montrer des vignes sur des sols bruns rouges calcaires, totalement chlorosées, totalement dépourvues de fer, alors qu'elles ont les racines dans le fer. Parce que ce fer, FeO3, il n'est pas assimilable. Donc les microbes vont utiliser une voie beaucoup plus complexe, qui est la voie de chélation. Et cette voie de chélation, ça va consister à prendre un oligo-élément, l'attacher avec un acide organique et faire un chélat. Et c'est ça qui va faire que vos éléments vont avoir justement un goût intéressant sur le plan gustatif. Donc ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que pour pouvoir nourrir une plante, il faut mettre de l'oxygène sur l'élément. Vous voyez, 3 atomes d'oxygène sur l'azote, 4 sur le soufre, 4 sur le phosphore, 2 oxygènes par oligo-élément. Pour que le sol soit bien oxydé, pour qu'on puisse mettre de l'oxygène, il faut que le sol soit comment? Aéré, qui aère le sol, la faune. Donc si vous n'avez plus de faune dans votre sol, vous n'aurez plus d'oxygène, vous serez obligé d'acheter des nitrates, des phosphates, des sulfates, qui sont des engrais qui sont tous les mêmes à la surface du globe, et vous allez faire des produits technologiquement identiques, et vous n'aurez plus du tout cette notion de terroir, hein, les grands sols à safran, les sols pour faire du vin, les sols pour faire de l'huile d'olive, etc. Vous perdez la notion de vocation de sol. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un gramme de sol vivant? Je dis vivant parce que ça devient rare de trouver des sols vivants, donc je précise. Dans un gramme, vous avez quand même 10 000 à 100 millions d'actinomycètes, 10 millions à 10 milliards de bactéries, vous avez 100 à 10 000 algues, 1000 à 1 million de protozoaires, 10 000 à 1 million de germes de champignons. Quand on pèse tout ce petit monde-là, ça fait 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare. Ils ont une énergie biochimique 350 fois supérieure à la nôtre, c'est-à-dire qu'un kilo de bactéries, ça a autant d'énergie que 350 kilos d'êtres humains. Donc 3 tonnes de bactéries, c'est équivalent de 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare en énergie biochimique. C'est la plus grosse énergie biochimique de l'univers. Et personne ne s'en occupe dans l'agronomie. Ils ont fait une expérience qui m'a bien fait rigoler. Moi, il y a un milliardaire américain qui a décidé de faire une grande serre pour imiter la planète Terre, pour les futurs voyages pour Mars, là. Alors, il avait fait sa belle serre, il avait mis une machine qui faisait une vague pour imiter la mer, il avait mis des arbres, tout. Il pensé que ça marchait très bien. Il a fait rentrer les mecs dedans. 3 jours après, les gars, ils sont ressortis parce qu'il avait oublié un truc. C'est que la puissance respiratoire des microbes du sol est tellement puissante qu'il faut une atmosphère de 70 km pour pouvoir l'éponger. Et puis lui, il avait fait une serre de 30 mètres de haut, donc il manquait quelques kilomètres, quoi. Hein, et donc ils ont été obligés de sortir. Et c'est tellement puissant, si vous voulez, la respiration microbienne, qu'il faut 70 km d'atmosphère. C'est d'ailleurs eux qui fournissent l'oxygène que vous respirez, c'est eux qui assurent la salinité des océans. Hein, petite question amusante, qu'est-ce qui se passerait si les océans n'étaient pas salés? Question amusante, parce que c'est les microbes qui règlent la salinité des océans. Qu'est-ce qui se passerait? Vous avez essayé d'imaginer, imaginez qu'à la place des océans, nous ayons des grands lacs. Mais on ne pourrait pas vivre parce que ça s'évaporerait trop. On serait dans une vapeur, il ferait tellement chaud qu'on serait tous cuits, transformés en carottes bouillies et on ne pourrait pas vivre. Et c'est grâce aux microbes qu'on peut vivre, c'est parce qu'eux, ils règlent la salinité des océans. C'est-à-dire, eux, ils règlent tout. Vous ne pouvez vivre que parce qu'ils vous nourrissent, que parce que... Et l'agronomie moderne fait non, ça, circuler, il n'y a rien à voir. Alors on va voir maintenant comment ils font pour donner du goût, vous permettre à vos plantes de synthétiser des essences, de synthétiser... Souvent, un argument que nous sortent les énologues, nous disent les bourguignons, vous nous emmerdez avec vos conneries de raconter que c'est le sol qui donne le goût des vins. Tous les arômes que nous dosons dans le vin, pareil pour toutes les essences que vous avez dans les plantes médicinales, ce sont des composés carbonés. Or, le carbone, il vient de la photosynthèse, donc vous nous racontez des conneries, puisque tout ça, c'est carboné, ça vient de la photosynthèse, c'est pas le sol. Alors, j'explique aux énologues, il faut les former un peu, ils n'ont pas été bien formés à l'école, je leur explique que tout ce qui est synthétisé dans une plante, tout ce qui est synthétisé dans un organisme vivant est synthétisé par des enzymes. C'est les enzymes qui font toutes les synthèses. Toutes les synthèses de vos composés, vos protéines, vos lipides, c'est accompli par des enzymes. Qu'est-ce que c'est qu'une enzyme? C'est une protéine à cofacteur métallique. Donc vous avez des enzymes à potassium, à sodium, à zinc, à magnésium, à manganèse, à fer, à cuivre, molybdène, nickel, etc. Or, tous ces oligo-éléments, ils viennent pas de l'atmosphère. Heureusement, d'ailleurs, s'il y avait du cuivre dans l'atmosphère, enfin, ça arrive autour des usines, mais enfin, c'est pas recommandé. Tous ces éléments vont rentrer par les microbes. C'est les microbes qui vont chélater le sélénium, le nickel, le molybdène, permettre la synthèse des enzymes qui, eux, vont synthétiser les arômes ou les essences ou tous les composés. C'est pour ça que les plantes sont des organismes extraordinaires au niveau synthèse. Les plantes c'est vraiment des usines de synthèse de composés, essences, vitamines, etc. et qui nous nourrissent. Hein. Sans elles, on pourrait pas vivre. Plus vous allez avoir un sol mort, moins vous aurez de synthèse de ces éléments, plus vous allez être carencé quand vous allez manger les plantes. Il y a par exemple un élément dont à l'heure actuelle les Européens sont terriblement carencés, c'est le sélénium. Parce que le sélénium est un élément assez rare dans les sols, et il est chélaté uniquement par des microbes, et à l'heure actuelle, la quasi-totalité de la population européenne est carencée en sélénium. C'est très embêtant parce que le sélénium, c'est le cofacteur des peroxydases qui vous protège contre le cancer. Et comme par hasard, les cancers explosent.
Hein. Alors, pourquoi on n'a plus de sélénium? Parce que les plantes qui ont le plus de sélénium, c'est les crucifères, c'est les choux. Le problème du chou, c'est que si vous mettez des engrais chimiques sur le chou, il se met à puer. C'est-à-dire que quand la personne fait cuire du chou, il y a tout l'immeuble qui pue le chou. Donc on essaie de mettre des croûtons de pain pour essayer de calmer. C'est parce qu'on met trop de soufre dans les engrais chimiques et on synthétise trop de cystéine sulfoxyde qui pue. Donc les gens, ils mangent plus de chou. Pareil pour l'asperge. Si vous mettez trop d'engrais chimiques, l'asperge, vous allez aux toilettes, ça pue dans les chiottes parce que y a trop de cystéine sulfoxyde. Alors que les choux cultivés biologiquement, ils puent pas. Et vous avez le plaisir de manger du bon chou-fleur, surtout pas le chou-fleur breton, qui est bourré de soufre et qui pue. Hein. Donc le fait qu'on mange plus ces plantes-là parce qu'elles sentent mauvais quand on leur met des engrais chimiques, fait qu'on est carencé en sélénium. Donc remanger du chou, mais bio, hein, pas chimique. Donc autre effondrement, c'est la variété de ce que nous mangeons. Hein, pour vous donner une idée, j'ai retrouvé chez un brocanteur le catalogue de pomologie de 1904. 3600 variétés de fruits on faisait. Hein. À l'heure actuelle, vous avez une vingtaine de variétés seulement qui couvrent tout le marché. Donc ça aussi, c'est un effondrement. Hein. Pareil dans les plantes sauvages. Nous consommons beaucoup moins de plantes sauvages que nos ancêtres, hein, parce que d'abord on les connaît plus. Et puis, il faut voir dans quel état sont nos pauvres pommes. Maintenant, je vous dis 30 traitements. Regardez ce qui se passe quand vous comparer une rainette du Mans avec une golden, hein, en teneur en vitamines. Hein, à l'heure actuelle, quand on fait des comparaisons avec les pommes de l'entre-deux-guerres, on a 100 fois moins de vitamines dans une pomme actuelle, moderne, que dans une pomme de l'entre-deux-guerres. Donc il va falloir manger beaucoup de pommes. Alors ils vous disent manger des fruits et des légumes, d'accord, mais enfin s'il faut se manger 200 pommes par jour pour avoir la dose de vitamines, on n'est pas sorti de l'auberge. Effondrement des variétés de légumes. Regardez comment on est passé entre 1903 et 1983. En betterave, on avait 288 variétés, il n'y en a plus que 17. Vous voyez l'effondrement total de notre variété alimentaire. Les teneurs, hein, donc les écarts entre 1950 et 1999, hein, de la pomme, la banane, l'orange. Alors il y a une curiosité, c'est la vitamine C sur le raisin, parce qu'en 1950, c'est une expérience canadienne, en 1950 le Canada ne faisait pas de raisin, donc il faisait venir son raisin de Californie. Or la vitamine C est une vitamine qui ne dure pas longtemps, elle ne résiste pas longtemps au transport. Donc comme l'arrivée de Californie, évidemment, ils n'avaient plus de vitamine C, et c'est pour ça qu'il y a une remontée de la vitamine C, mais sinon, vous voyez, il n'y a plus grand-chose quand vous mangez. Regardez les pommes de terre, il n'y a plus rien, quoi. On mange des trucs qui sont complètement vides. Après, on s'étonne d'être malade, il n'y a plus rien à manger. Regardez dans les blés, plus de fer, plus de zinc, enfin, tout chute, quoi, tout ce que ça figure. Ils sont tellement de mauvaise qualité, nos blés, qu'on est obligé de rajouter des gluten de synthèse pour pouvoir faire du pain, parce qu'on n'arrive pas à faire du pain avec. Alors après, on dit, les gens font des allergies au gluten. Non, il ne faut pas les allergies au gluten du blé. Il faut des allergies au gluten de synthèse qu'on rajoute dans le blé. Vous voyez, il faut pas... Regardez les éléments carnés, il n'y a plus rien, quoi. Hein, vous regardez les fromages et la viande, et les teneurs en magnésium, calcium, on dit aux gamins, mange de la viande, ça porte du fer. Oui, il fallait autrefois manger de la viande pour avoir du fer, mais à l'heure actuelle, vous voyez les effondrements, 100% de fer en moins dans les parmesans. Nous mangeons une alimentation, c'est pour ça que les gamins à 10 heures, ils mangent des cochonneries de Mars et tout, c'est qu'ils n'ont rien dans le ventre. On a des alimentations qui sont complètement... Alors ça entraîne évidemment des carences. Hein, les manques de calcium, magnésium, qui sont les éléments dont nous manquons le plus, tout le monde a des problèmes de crampes, des contractions musculaires, etc., parce qu'on manque de tout. Hein. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a plus d'activité biologique dans les sols et que c'est les microbes qui apportent tous ces éléments dont nous avons besoin pour être en bonne santé. Alors, on a travaillé très peu sur les plantes médicinales. On a travaillé sur la mortalité de ça m'échappe. La lavande et le lavandin. Et ça, c'est lié directement à l'effondrement de la population de faunique dans les champs de lavande et de lavandin. Donc, on a fait des mesures donc, chez des gens qui étaient en lavande bio par rapport à des gens conventionnels. La lavande bio s'enracine à plus de 3 mètres de profondeur. Quand vous êtes en chimie, vous avez un enracinement à 30 cm. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le lavandin et la lavande? Comme elle n'a plus d'oxygène, puisqu'il n'y a plus de faune, on désherbe chimiquement, donc le sol se referme, plus de porosité, plus d'oxygène. Que font les racines? Les racines, elles remontent pour chercher de l'oxygène. Et votre lavande et votre lavandin vont avoir des stress hydriques tous les ans. Tous les ans, quand il va y avoir la sécheresse du mois d'août, du mois de juillet, boum, et année après année, elles crèvent. C'est tout simplement, ça n'a plus d'enracinement profond. On a travaillé sur le géranium bourbon à l'île de la Réunion, même observation. Vous savez que la France faisait la meilleure essence de géranium. Bon, c'était pour la parfumerie, hein, c'était pas pour médicinal. Et elle était réputée mondialement. Elle fournissait à l'époque où on faisait des bons parfums naturels. Et puis, évidemment, on a dit c'est nul cette façon paysanne de cultiver le géranium. On a amené les engrais, les pesticides. On a multiplié par 5 le volume du géranium et on est passé de 120 litres d'essence à l'hectare à 3 litres. On dit tiens, qu'est-ce qui se passe? On fabrique plus d'essence de géranium. On nous avait appelé pour étudier, pareil.
hein, quand on faisait les profils. Sur les géraniums cultivés encore traditionnellement à la main, on avait des enracinements à plus de 3 mètres de fond. Et puis en chimie, bah, voilà, 25 cm. Évidemment, le géranium, il dure pas longtemps, il crève et puis il n'a pas le temps de synthétiser ses parfums. Mais par contre, on n'a pas travaillé sur les plantes médicinales, donc je ne peux pas vous donner de résultats, mais je pense, enfin, à mon avis, c'est pour moi une aberration de faire de la plante médicinale en chimie. Parce que si vous êtes obligé de mettre des pesticides sur des plantes médicinales, c'est plus une tisane que vous prenez, c'est un bouillon de 11 heures. Faut quand même faire attention. Hein. Alors voilà ce genre d'image qu'il va falloir essayer de sortir de la tête des agriculteurs. Ils sont très fiers quand ils font ça. Et alors après, ils lissent tous les sols, les racines n'arrivent plus à descendre. Alors voilà ce qu'on leur fait faire. Vous voyez, on leur fait faire des semis directs sous couvert, c'est-à-dire qu'on leur fait arrêter le labour, on leur fait semer des plantes tout de suite après la moisson, et c'est dans ces plantes que l'on sème la culture suivante. Alors, je peux vous dire que c'est traumatisant pour un agriculteur de semer là-dedans, parce que là, il ne dort pas pendant plusieurs jours, tant que ça ne germe pas. Donc on prend des plantes qui gèlent, hein, on n'a pas besoin d'herbicides, on prend des plantes qui vont geler, qui vont en mourant se décomposer et nourrir la culture. Et voilà l'effet sur l'activité biologique. Ça, c'est le premier agriculteur à qui on a fait arrêter le labour en France, qui est en semi sous couvert. Il a gardé la moitié de son champ. Vous voyez, la courbe noire, c'est la courbe labour. Hein, c'est quasiment l'électroencéphalogramme plat. Vous voyez, il n'y a pas d'activité biologique. Et puis, voilà son sol qui remonte d'année en année. Là, je viens d'avoir les dernières mesures. Il a 650 d'activité biologique. C'est quelqu'un qui a divisé par 2 ses apports d'azote. Il met plus de potasse, plus de phosphore, plus rien, parce que c'est les microbes du sol qui ont pris la relève. Bon, donc, je terminerai pour vous dire que le sol est une ressource limitée, il faut donc le respecter. C'est un milieu fragile qui a des lois bien particulières qu'il faut respecter. Hein, en particulier dans vos plantes médicinales, il va falloir apprendre à ne pas enfouir de la matière organique, à travailler en surface, et puis bien penser que le sol, ça possède la plus grande biodiversité et la plus grosse biomasse de la planète, puisque les vers de terre, à eux tout seuls, sont aussi lourds que tous les autres animaux du monde réunis. Donc vous voyez, ça pèse lourd, les vers de terre. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis je ne sais pas si les questions sont maintenant ou un peu plus tard. Nous avons écrit un livre avec Lydia, Le sol, la terre et les champs, où il y a un peu plus de détails sur ce milieu mal connu, mais assez passionnant qui est le sol. Et puis voilà, je vais vous laisser, je vous remercie pour votre attention, vous avez été très très sages. Voilà. Et je peux répondre. Moi, je parlerai pas. Non, mais il y a un micro. Il y a un micro. Ça marche, ouais. On va prendre quelques questions. On va se donner 5 minutes de questions si vous le voulez. Donc, si vous avez des questions, allez-y. L'enseignement de l'agronomie à l'heure actuelle enseigne-t-il quelque part l'état des sols? Alors, la semaine dernière, nous étions, ça faisait 4 ans que les élèves demandaient qu'on fasse une conférence à l'Agro de Paris. La direction refusait complètement, puis finalement, ils ont fini par dire oui. Puis en fait, j'ai pas pu faire une conférence. On avait un représentant de la FNSEA, un professeur de l'école, puis avec Lydia. Et donc, j'ai posé la question aux élèves. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez des enseignements en biodynamie et l'agro? Ils m'ont dit 0. Ils ne sont toujours pas enseignés. Et l'agriculture biologique est enseignée, ils ont une petite formation avec une dizaine d'élèves sur 300, qui ont un petit enseignement, une petite unité de valeur rapide, donc c'est toujours pas enseigné. La microbiologie des sols est réduite. Avant, il y avait une chaire de microbiologie des sols à l'Agro de Paris. J'ai eu la chance d'être dans cette chaire de microbiologie. Il n'y a plus de chaire de microbiologie. Maintenant, c'est des unités de valeur, mais vous n'avez plus la possibilité pendant 1 an d'apprendre, comme j'ai pu le faire, qu'est-ce que c'est que la microbiologie des sols, qu'est-ce que c'est que les cycles microbiens, etc. Parce qu'on est dans la notion de hors-sol. Hors paysan, on veut plus de paysans, on veut plus de sol. Alors, on n'a pas besoin des microbes du sol. Donc, ça va être long de changer les mentalités. Hein, on n'a que 3% des agriculteurs qui sont en bio en France. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. 3%, en vigne un petit peu mieux, certaines vignes, hein. Bordeaux c'est 1%, Champagne 1%, Bourgogne on est maintenant à 12%, Emmanuel Juboulot là justement a été un des tout premiers en biologie en Bourgogne, on a à l'heure actuelle sur les 1500 vignerons de la Côte d'Or, on a 280 qui sont en bio. Vous voyez, ça avance mais très lentement, très très lentement. Il faudra encore du temps pour que l'humanité respecte la terre qui la nourrit. Bonjour. J'aurais voulu savoir, en fait, quand un sol est complètement mort, comment on fait en fait pour le restaurer? Est-ce qu'on peut le restaurer et puis combien de temps ça prend? Alors heureusement, on peut faire revivre les sols. Donc
ce que nous on fait quand on analyse un sol, comme nous faisons de l'analyse physique, chimique, biologique, on regarde à quel niveau de dégradation on est. Si on est simplement à la dégradation biologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans les phénomènes de lessivage brutaux et de perte de sol, je dirais qu'en général, en 5 ans, on arrive à remettre le sol debout. Bon, quand vous êtes arrivé à la dégradation physique, comme on a dans les grandes plaines céréalières autour de Paris, là c'est beaucoup plus long. En particulier les gens qui font des rotations très dures, type betterave, patate, oignon, haricots verts, et puis seulement un blé tous les 5 ans, là il faut 20 à 30 ans pour remettre le sol debout. Mais ça se remet debout. Donc en fonction de la dégradation, on va avoir des itinéraires de restauration. Quand le sol est complètement ruiné, par exemple on travaille au Burkina Faso sur le Sahel où il n'y a plus rien qui pousse, dans les zones désertiques, on utilise ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. C'est-à-dire qu'on va planter des acacias, enfin des plantes qui résistent au bétail, parce que là-bas, comme il y a les peuls qui arrivent avec le bétail, on est encore dans Caïn et Abel. Hein, dans la zone sahélienne, il y a la bagarre entre les Mossis qui cultivent et puis les peuls qui ont des troupeaux. Donc on prend des arbres il y a des arbres extraordinaires, quand ils sortent de terre, ils sortent 2 épines. Ils sont pas fous. Donc la vache, elle arrive, elle recule. Et puis après, les 2 épines, il fait 2 petites feuilles entre les 2 épines. Puis après, hop, il refait 2 épines, puis il pousse comme ça jusqu'en haut. Donc lui, il est peinard. Donc on a des espèces, les Ziziphus, les Acacia horrida. Donc on fait des haies avec des espèces extrêmement épineuses. Et ça nous permet de protéger. Et ensuite, comme c'est des fixateurs d'azote, ils n'ont pas besoin d'engrais. Ils fixent l'azote tout seuls. On les broie, on les met sur le sol. Et donc on relance les champignons. Et dès que vous avez relancé les champignons, de la latérite qui est dure comme le sol, là, en 2 ans, on cultive des légumes, on fait des tomates. Non, là, si vous voulez, quand je dis mort, ça veut dire que le sol part dans la rivière, et un sol qui est parti dans la rivière, il est mort, c'est fini. Là, il ne nourrira plus les hommes, puisqu'il est parti dans la Garonne, il va dans l'Atlantique. Mais il faut savoir que dans le sol, il reste toujours des spores, et que les microbes attendent que les conditions leur permettent de se remultiplier. Dès que vous leur permettez de se multiplier, ils y vont à fond. Hein. Ça, de ce côté-là, la nature est sympa, elle est bonne fille. Hein. Moi, il y a longtemps que j'aurais fait un bras d'honneur à l'humanité, mais elle est sympa comme tout, elle est prête à oublier tous les dégâts. Oui, est-ce que le bio, forcément, il protège le sol? Parce que le labour, il existe aussi dans le bio, non? Ah oui, j'ai beaucoup de mal à faire arrêter aussi le labour chez les bio. C'est très compliqué. Le labour, c'est mythique, hein, c'est un problème mythique, c'est une mythologie. L'homme pense, depuis qu'il cultive la terre, c'est le mythe de Caïn, hein, qu'il faut qu'il viole la terre pour qu'elle le nourrisse. Et puis c'est macho, le labour, vous voyez, vous défoncez la terre, là, vous la violez, donc ils sont contents, ils ont des gros moteurs qui font vroom vroom. Vous savez, c'était ce que disait Victor Hugo dans Les Misérables en parlant de la fascination des hommes pour les machines. Il disait une immense force qui aboutit à une immense faiblesse. Voilà ce qui fascine les hommes. Hein, faut aller au salon de l'agriculture, hein, ils sortent des tracteurs de 500 chevaux, les gars ils grament dedans, ils font vroom comme des gamins, hein, ils sont comme des mômes. Ce qu'on appelle le caractère sexuel secondaire de prothèse en psychologie. Hein. C'est les gros moteurs, ils aiment les gros moteurs. Donc leur expliquer que la terre elle est fragile, il faut y aller avec douceur, il faut pas c'est très compliqué. Même en biologie, on a du mal à les faire arrêter le labour, mais on y arrive. Alors, en biologie, on est obligé d'utiliser des couverts très complexes, parce que avec 6 espèces, vous couvrez 90% d'un sol, avec 12 espèces, vous couvrez 100%. Donc si vous arrivez en biologie à mettre 12 espèces dans votre couvert, vous avez 0 mauvaises herbes. Et on va choisir 12 espèces qui gèlent, et qu'on va écraser, donc on a un rouleau à l'avant du tracteur, ce qu'on appelle un rouleau FACA, et on va donc, en automne, on écrase la végétation, parce que la photo que je vous ai montrée, on n'avait pas encore de rouleau FACA, donc c'était un peu crade, maintenant on fait ça beaucoup plus proprement, on écrase, donc c'est des rouleaux avec des barres qui écrasent les plantes tous les 10 cm, donc ça les tue, et derrière on sème le blé ou l'orge avec un semoir à disque qui rentre la graine dans le sol, sous cette matière. Il faut surtout pas sortir de sol, donc là il faut savoir bien travailler, parce que si vous ressortez du sol dehors, il y a à nouveau des mauvaises herbes, mais si vous travaillez bien, et on fait du 0 mauvaise herbe, donc on peut travailler en biologie, où par exemple l'avantage de ces semoirs, c'est que vous pouvez mettre les graines que vous voulez dans chaque sillon. Donc par exemple pour le colza, on va faire un sillon qui a du colza, l'autre sillon met de la lentille va se développer pendant tout l'automne, va geler, va étouffer les mauvaises herbes qui y a entre les rangs de colza, et le colza, au printemps, va recouvrir l'espace laissé par la lentille morte, et donc on peut travailler en bio, mais c'est très subtil, il faut travailler avec des associations végétales, hein, c'est tout l'art. En fait, il faut refaire de l'agronomie, hein, c'est association, rotation, ce qu'on fait plus maintenant, nous ne faisons plus d'agriculture, nous faisons de la gestion de pathologies végétales. Ce qui n'est pas la même chose. Un bon céréalier, c'est céréalier qui fait les 6 traitements pour empêcher son blé pourri de crever avant d'aller dans le silo. Mais ce qu'il amène dans le silo, c'est un blé malade, qui soi-disant doit nourrir nos enfants, mais c'est pas un blé en bonne santé. Et on fait plus d'élevage, on fait de la gestion de pathologie animale. Le bon éleveur, c'est celui qui sait piquer, mettre la dose antibiotique à sa vache pour qu'elle crève pas. Les cochons, si on les traitait pas tout le temps, ils seraient morts avant d'arriver à l'abattoir. Donc on fait plus de l'agriculture. On n'apporte plus des plantes et des animaux sains à manger aux hommes. Non, on leur donne que des êtres malades. C'est pas avec ça que vous faites de la santé chez nos enfants. Oui, bonjour. J'avais une question concernant l'enfouissement de la
c'est moi là. Concernant l'enfouissement de la matière organique, moi les données que j'avais, c'était que si on, par exemple avec la grelinette et tout ça, c'est-à-dire que si on l'enfouissait dans les 30 cm par rapport au système racinaire superficiel, et ben c'était encore bon. Non, faut jamais l'enfouir. Avec la grelinette, vous soulevez, vous secouez et vous laissez les herbes sur le sol. Pour vous donner une idée de la puissance respiratoire des microbes, un grain de terre qui fait plus de 4 mm de diamètre, il est anaérobique au centre. Tellement les microbes. Heureusement, les vers de terre ne font pas de crottes de plus de 4 cm de diamètre. Leurs crottes respirent à l'intérieur. Parce que ça respire tellement puissamment, les microbes, que même si vous enfouissez à 10 cm de matière organique, vous créez de l'anaérobiose. C'est le problème, ce qu'on appelle la demande biologique en oxygène. Si vous voulez, comme ils respirent très très fort, les microbes, il faut le temps que l'oxygène traverse votre épaisseur de sol. Si vous enfouissez à 30 cm votre matière organique, le temps que l'oxygène arrive, c'est trop tard. Les microbes ont déjà créé de l'anaérobiose. Donc vous laissez toujours, avec la grelinette, vous secouez et vous laissez vos plantes, vous les déracinez et vous les laissez sur le sol. Mais surtout, vous n'y touchez, vous les enfouissez pas. On va prendre une dernière question avant de passer à la table ronde suivante. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez mesuré l'impact des panneaux solaires, des champs de panneaux solaires au niveau du sol. Les gens qui font des champs de panneaux solaires, non, ça, j'ai pas été mesuré ça. J'ai jamais compris pourquoi ils foutaient les panneaux. Ils doivent trouver qu'on a encore trop de sol, donc ils mettent des panneaux solaires. Pourquoi ils les mettent pas sur les toits des maisons? J'ai du mal à comprendre notre époque. Ça avait un impact sur la nature du sol, l'implantation. De toute façon, ça le met à l'ombre, donc déjà, ça doit poser des problèmes. Mais non, j'ai pas fait de mesure sur ce genre de truc, parce que moi, je travaille pour les agriculteurs, je travaille pas pour EDF. Donc, Merci. Mais dans les golfs, c'est terrifiant, hein, parce que dans les golfs, comme les gens ils veulent pas de crottes de terre sur leurs chaussures quand ils vont au 19e trou boire leur whisky, parce qu'ils ont des belles chaussures brunes et blanches, alors on met des produits pour tuer les vers de terre pour qu'il n'y ait pas de crottes sur les belles chaussures. Alors quand les gens me disent, moi j'ai été prendre un bol d'air au golf, je dis non, t'as été prendre un gros bol de pesticides, t'as pas été prendre un bol d'air. Donc on essaie de convaincre les golfeurs d'arrêter, enfin que c'est pas grave d'avoir des crottes sur ses chaussures, quoi. Mais bon, comme ils arrivent tous avec des belles voitures, veulent pas non plus salir la moquette de la voiture. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Bon, alors moi j'avais lu une information et j'ai pas beaucoup de détails dessus, mais quand j'en parle autour de moi, ça fait rigoler. C'est le lien entre l'état des sols et le climat. Alors le sol règle tout. Il règle le climat, il règle l'eau. Quand vous avez un sol qui est malade, vos eaux seront polluées. Et quand vos sols vont être malades, vous allez détruire l'atmosphère. Pour vous donner une idée, un labour, ça dégage 1 tonne de gaz carbonique à l'hectare. Les techniques de semi-direct dont je viens de vous parler, on stocke entre 3 et 5 tonnes de gaz carbonique dans le sol. C'est-à-dire qu'on a calculé que si tous les agriculteurs du monde arrêtaient de labourer, on diminuerait de 40% le dégagement de gaz carbonique sur la planète. C'est-à-dire que le sol, il a des puissances respiratoires énormes. Par exemple, quand vous enfouissez de la matière organique, qu'est-ce que vous allez produire? Vous allez produire une réaction qui normalement n'existe pas dans la nature. Vous allez réduire, comme il n'y a plus d'oxygène, le nitrate va se transformer en protoxyde d'azote qui va monter dans la stratosphère, qui va détruire la couche d'ozone. Qui va prendre ensuite, le protoxyde va s'attacher à l'ozone, va se transformer en acide nitrique, ça fera les pluies acides qui retomberont sur le sol. Donc il faut savoir que tout désordre sur le sol se traduit par des désordres. C'est le sol qui fait le climat, hein. C'est pas le climat qui fait le sol. Hein. Pour vous donner une idée, à l'époque romaine, avant que les Romains déforestent toute l'Afrique du Nord, le climat tempéré, il descendait jusqu'au sud du Maroc. Le climat méditerranéen, c'était la Mauritanie. Et puis les Romains ont tout déforesté. La Tunisie était couverte de forêts avec des ours, des panthères, des lions. C'était un climat tempéré, humide. Il pleuvait. Moi, quand je fais des profils en Tunisie, ça m'amuse. C'est quand j'arrive dans les fonds de vallée où toute la terre des collines a été dévalée, vers 25-30 cm de profondeur, il y a des coquilles d'escargots de Bourgogne. Je peux vous dire que maintenant, l'escargot de Bourgogne, vous risquez pas de le trouver en Tunisie avec 400 mm d'eau, parce qu'on a désertifié tout ça. Et donc, on a changé le climat. C'est-à-dire qu'en tuant les sols, on a bouleversé le climat et c'est devenu désertique. Mais si on replantait à nouveau des forêts en Tunisie, bon, c'est un long travail parce qu'il faut commencer par des plantes résistantes au sec et puis ensuite passer à des plantes. Parce que l'arbre, il a une propriété remarquable, il émet des microbes dans l'atmosphère. Un arbre, ça émet un grand chêne, c'est 600 litres d'eau jour, qu'il évapore par ses feuilles, il envoie des microbes. Ces microbes vont rentrer dans les nuages, ils vont faire la coalescence des gouttes d'eau, ils vont faire pleuvoir. C'est pour ça qu'il pleut toujours sur les forêts. Et dès que vous coupez les forêts, c'est le désert, il n'y a plus de pluie, parce qu'il n'y a plus ces microbes. Il y a 2 endroits où vous avez une émission de microbes vers les nuages. Vous avez la mer avec les vagues qui font de la mousse. Cette mousse est portée par le vent, elle est remplie de microbes et elle va faire la coalescence. C'est pour ça qu'il pleut toujours sur les océans et il pleut sur les forêts. Et en plus, les forêts sont fraîches parce que comme elle est protégée, si vous voulez, le soleil ne va pas jusqu'au sol. Donc il y a toujours de la fraîcheur. Les gens qui font des planeurs, ils savent qu'on ne peut pas voler en planeur au-dessus d'une forêt.
Donc les forêts régulent complètement le climat. Vous pourrez observer qu'il n'y a jamais de grêle sur une forêt. La grêle est uniquement sur les champs. Donc le problème, c'est que nous sommes d'une civilisation stépique, c'est venu du Moyen-Orient. Donc nous sommes des hommes qui détestons la forêt, parce que nous venons d'une civilisation de la steppe, une civilisation qui a peur de la forêt. Donc nous, on a détruit massivement la forêt à la surface du globe, alors que des gens comme les Amazoniens savent vivre avec les arbres. Quand vous regardez le jardin de Java, c'est un jardin entièrement arboré. Et ça produit, c'est ce qu'on appelle les forêts-jardins, et ça produit une quantité de nourriture absolument incroyable, parce que l'arbre tempère le climat, il adoucit le climat, alors que quand vous coupez une forêt, pour vous donner une idée, la région centre, la région donc entre Chartres et Bourges, déforestée à 97%, pluviométrie 600 mm d'eau, entre 550 et 600. Vous allez maintenant à l'est, vous allez sur la Bourgogne, on a encore 30% de couvert forestier, 800 mm d'eau. Prenez la Champagne pouilleuse, entièrement déforestée pour faire des cultures industrielles, pareil, 97% de déforestation, ils sont à 600 mm d'eau. Vous allez en Lorraine, où il y a encore de la forêt, 800 mm d'eau. Et pourtant, la Lorraine et la Bourgogne sont plus loin de l'Atlantique que la Beauce et la Beauce et la Champagne. Mais comme on a déforesté, il n'y a plus d'eau. Donc plus vous déforestez, plus vous allez vers le désert. Donc moi je dis à tous les gens, plantez des arbres. L'arbre, c'est vital pour... On a arraché 3 millions de kilomètres de haies en France. La Bretagne, qui autrefois était arrosée, c'est un pays humide, c'est un pays sec maintenant, la Bretagne, ils ont arraché toutes les haies. Donc comme il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'eau. Et les anciens, d'ailleurs, étaient sages, ils avaient créé les eaux et forêts. Ils avaient repéré que là où il y avait de la forêt, il y avait des eaux. Et les technocrates d'après-guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé l'ONF, donc ils ont filé aux polytechniciens, comme si les polytechniciens pouvaient comprendre quelque chose aux arbres. Eux, le polytechnicien voit un arbre, il dit « oh, 10 mètres cubes ». Ouais, c'est tout ce qu'il sait voir dans un arbre. Il est incapable de comprendre que c'est un milieu complexe. Et puis on a filé l'eau, on a privatisé l'eau. Alors que l'eau est un bien public, normalement. On n'a pas à privatiser l'eau, l'eau ça appartient à tout le monde. Et maintenant on est en situation très très embêtante, c'est que plus on déforeste, plus on... Et quand on reboise, vous aurez remarqué qu'on prend les seuls arbres qui ne font pas tomber l'eau, les résineux, qui sont des plantes toxiques qui tuent les vers de terre, il n'y a pas de faune sur les forêts de feuillus, et les eucalyptus, qui sont les seuls feuillus toxiques du monde. C'est pour ça que l'Australie est un désert. Pourquoi c'est le continent le plus désertique? C'est que quand les hommes sont arrivés il y a 40 000 ans en Australie, c'était couvert de forêt équatoriale. C'était un climat humide tropical, l'Australie. Les gars sont arrivés, ont foutu le feu, comme ils font toujours. L'homme, il est chasseur-cueilleur et l'agriculture sur brûlis. Manque de peau pour les Australiens, ils avaient dans leur flore les eucalyptus, 450 espèces extrêmement résistantes au feu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en 40 000 ans? Ils ont éliminé les autres espèces, favorisé l'eucalyptus qui lui tue toute la vie du sol, et c'est maintenant le continent le plus désertique du monde. Puis après les Anglais sont arrivés, puis ils ont replanté des résineux, histoire de remettre une petite couche, comme ça, tiens, c'est pas assez désertique ici, on va vous remettre aussi un petit peu de résineux. Donc tant qu'on plantera des résineux eucalyptus, et on ne fait que ça, vous allez au Portugal, vous verrez, ils ne plantent que des eucalyptus et des résineux, on n'aura pas de pluie. Il faut remettre des feuillus. Relisez le livre il y a un très beau livre de Francis Allais, qui s'appelle Plaidoyer pour l'arbre. Francis Allais, c'est celui qui a fait, vous savez, qui se pose en radeau, le radeau des cimes qui se pose sur les arbres. Francis Allais montrait que les arbres, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'alors, l'arbre, c'est pas une plante, c'est une association de plantes. C'est comme le corail pour les animaux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un tronc commun, et sur ce tronc, il y a des branches avec des organismes qui vivent en colonie. Il y a même plusieurs espèces, vous avez des arbres où il y a plusieurs espèces qui vivent sur le même arbre. Et c'est pour ça que le bois raméal fragmenté est tellement riche, c'est qu'en fait, chaque bourgeon, c'est un organisme complet. Vous savez que vous êtes beaucoup plus nourri en mangeant une huître qu'en mangeant un petit morceau de poulet. Parce que quand vous mangez une huître, vous mangez tout, du foie, du système nerveux, c'est complet. Donc c'est très nutritif. Quand vous mangez, c'est triste à dire, mais un petit oiseau complet, un petit ortolan, très nutritif parce que vous mangez son cerveau, son foie, tout, ses os. Donc ça apporte beaucoup d'énergie. Eh bien, le bourgeon, c'est pareil, extrêmement riche en énergie parce que c'est une plante complète qui pousse sur en fait, c'est un système colonial, l'arbre. Et donc quand vous coupez les rameaux, vous taillez une haie, vous broyez, vous mettez au sol, ça apporte une richesse nutritive au sol spectaculaire. Bravo, merci infiniment pour cette belle conférence.